La grande salle du Conseil galactique brillait d'une douce lumière bleue. 200 espèces extraterrestres étaient assises en rangées incurvées qui s'élevaient vers le plafond. Au rez-de-chaussée, la section humaine ne comptait que 3 chaises. Ce petit nombre n'était qu'une des nombreuses façons dont le Conseil indiquait aux humains leur place. L'ambassadeur John Mercer était assis droit sur sa chaise. Son costume gris était impeccablement repassé. Après 15 ans comme porte-parole de la Terre auprès des étoiles, il savait ce qui l'attendait. À ses côtés, la capitaine Lisa Dawson portait son uniforme de cérémonie, des médailles scintillant sur sa poitrine. Son visage était vide, mais sa main reposait près de sa tablette, prête à envoyer un message. Nous allons maintenant voter sur la demande de la Terre concernant la technologie de terraformation, annonça le grand chancelier Zekatar. Les 6 yeux de l'extraterrestre, grands et minces, clignèrent successivement. La Terre affirme que cette technologie est nécessaire pour réparer les dégâts causés à sa planète. John se pencha en avant. Si je peux me permettre de prendre la parole une dernière fois avant le vote. Vous avez déjà parlé 2 fois, ambassadeur Mercer, dit Zikitar. Le Conseil a entendu assez de paroles humaines. La mâchoire de Lisa se crispa. John posa une main apaisante sur son bras. Le vote commence maintenant, dit Zikitar. Les murs de la salle s'illuminèrent de points colorés. Rouge pour non, vert pour oui. Les points rouges dépassèrent rapidement les verts. John observa, comptant en silence. Le décompte final afficha un nombre important de votes. 168 contre, 22 pour. Le Conseil a tranché, dit Zikitar. La demande de la Terre est rejetée. La technologie de terraformation reste interdite à l'usage humain en raison des inquiétudes liées à son imprévisibilité. John se leva lentement. Chancelier, cette technologie nous aiderait à nettoyer nos océans et à restaurer nos forêts. Nous avons prouvé notre fiabilité au sein de la communauté galactique depuis 50 ans. C'est discutable, gronda une voix du côté des draconiens. Les humains se battent encore entre eux. Votre technologie progresse trop vite sans précaution. Et pourtant, vous utilisez allègrement nos découvertes médicales, dit Lisa, sa voix résonnant dans la salle. Nos conceptions de vaisseaux, nos méthodes agricoles. Le représentant valaxien agita un tentacule d'un air dédaigneux, sous la surveillance du Conseil, comme il se doit, sans aucune aide. Qui sait ce que les humains pourraient faire? John rassembla ses papiers. Son visage était vide, mais son cœur battait fort. 50 ans à essayer de prouver la valeur de l'humanité. 50 ans à être traités comme des enfants dangereux. Y a-t-il autre chose, ambassadeur? Demanda Scatar. John leva les yeux vers les larmes des extraterrestres. Certains semblaient satisfaits, d'autres s'ennuyaient. Quelques-uns semblaient s'excuser. Aucun ne semblait considérer les humains comme des égaux. Non, chancelier. Je crois que la Terre en a assez entendu. En sortant de la salle, Lisa attendit que la porte se referme derrière eux. C'est tout? On accepte ça? Bien sûr que non, dit John à voix basse. Il fit un signe de tête à leur assistant, Ryan Parker, qui attendait. Vous enregistriez? Dit Ryan, le visage grave. La transmission vers la Terre est terminée. John regarda par la grande fenêtre les tours étincelantes de la planète natale du Conseil. Les vaisseaux naviguaient entre les bâtiments comme des poissons dans un récif corallien. Des milliards d'êtres venus de centaines de mondes, tous connectés par le système du Conseil. Le président convoque une session d'urgence, dit Ryan en consultant sa tablette. Il demande quand vous pourrez revenir sur Terre. Dites-leur que nous partons immédiatement, dit John. Capitaine Dawson, veuillez préparer le vaisseau. Lisa hocha vivement la tête. Avec plaisir, ambassadeur. Et, alors qu'il se dirigeait méquin vers la baie d'atterrissage, John songea à la patience de la Terre au fil des décennies, à la technologie qu'ils avaient partagée, à l'aide qu'ils avaient apportée aux mondes en difficulté, aux soldats morts pour protéger les intérêts du Conseil. Tout cela sans avoir droit à un siège à part entière. Penses-tu qu'ils nous considéreront un jour comme leurs égaux? Demanda Ryan.
John s'arrêta de marcher. Il regarda la tour du Conseil, qui s'élevait haut dans le ciel extraterrestre. « Je ne pense pas que nous devrions nous en soucier, dit-il. Il est temps pour l'humanité de suivre son propre chemin. » Lisa sourit pour la première fois de la journée. « Il était temps pour Dan, monsieur. » John hocha la tête. Il était temps pour Dan, en effet. Le bâtiment du Parlement de la Terre unie se dressait fièrement au cœur de New Geneva. La lumière du soleil traversait le dôme de verre et éclairait les 500 représentants réunis pour la session d'urgence. L'ambiance était tendue. Des écrans répartis dans la salle diffusaient l'enregistrement de la réunion du Conseil galactique. Le visage serein de l'ambassadeur John Mercer, alors qu'on lui refusait la parole. La marée de votes républicains refusant l'existence de la Terre avait besoin d'aide. La présidente Dianne Reeves se tenait à l'estrade centrale. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, et son regard était fatigué mais déterminé. « Nous avons tous vu la vidéo, » dit-elle. « Ce n'est pas la première fois que le Conseil nous traite ainsi, mais je suggère que ce soit la dernière. » Des murmures emplirent la salle. Certains acquiescèrent, d'autres semblaient inquiets. « J'appelle le Dr Olivia Bennett pour qu'elle présente ses conclusions, » a déclaré le président. Le Dr Bennett s'est dirigé vers le podium. Sa blouse était propre, mais sa main tremblait légèrement en ajustant ses lunettes. « Depuis 10 ans, j'étudie la technologie du Conseil partagé avec la Terre, » a-t-elle déclaré. « Mon équipe a découvert que ce qu'ils nous donnent est toujours en retard de plusieurs décennies sur ce qu'ils utilisent réellement. » Elle tapota sa tablette, et des images apparurent sur les écrans. Il s'agit d'appareils médicaux que les Arcariens prétendaient être à la pointe de la technologie. Nous avons trouvé des preuves qu'ils utilisent des versions bien plus avancées depuis au moins 30 ans. Plus de murmures, plus fort maintenant. Et ce n'est pas le seul cas, poursuivit le Dr Bennett. Les espèces du Conseil nous ont délibérément maintenus à la traîne technologiquement, tout en bénéficiant de nos propres innovations. L'amiral Frank Collins prit ensuite la parole. Il se tenait droit dans son uniforme bleu, la voix ferme. « Si la Terre se retire du Conseil, nous devons nous préparer à une éventuelle action militaire, » déclara-t-il. Cependant, notre analyse suggère que cela est peu probable. Le Conseil dépend trop fortement de la Terre pour de nombreux services et biens essentiels. Il a montré des cartes des routes commerciales et des installations gérées par des humains sur l'ensemble du territoire du Conseil. Nous fournissons 30% de la recherche médicale, 40% des technologies agricoles et 60% des soldats affectés aux opérations de sécurité aux frontières. Le Conseil a plus besoin de nous qu'il ne l'admet. Le président Reeves est revenu à la tribune. La question qui se pose est claire. Allons-nous continuer à accepter un statut de seconde zone ou allons-nous nous retirer? Le représentant Kim de l'Union asiatique s'est levé. Partir semble une bonne chose, mais qu'en est-il de nos collaborateurs dans les locaux du Conseil? De nos entreprises? De nos investissements? Nous avons préparé un plan, a déclaré le secrétaire Jack Miller, s'avançant avec un épais dossier. Opération départ silencieux. Un retrait complet et ordonné de tous les moyens humains, personnels et technologiques des locaux du Conseil sur une période de 90 jours. Le représentant Garcia de la coalition sud-américaine fronça les sourcils. « Et s'ils essayaient de nous arrêter, » répondit l'amiral Collins, « ils devraient stopper simultanément des milliers de navires sur des centaines de planètes. Leurs forces sont trop dispersées et trop dépendantes de notre propre personnel. » Le débat dura des heures. Les représentants ont exprimé leurs inquiétudes. Le débat s'est poursuivi pendant des heures. Ils ont exprimé leurs inquiétudes, posé des questions et suggéré des amendements. Alors que le soleil commençait à se coucher, dorant le dôme de verre, le président Reeves a appelé au vote. Tous se sont prononcés en faveur du retrait complet de la Terre du Conseil galactique et de tous les traités associés. Des mains se sont levées dans toute la salle. Le système de dépouillement afficha les résultats. 487 pour, 13 contre. La motion fut adoptée, déclara le président Reeves.
L'opération départ silencieux commença immédiatement. Devant le Parlement, l'ambassadeur Mercer attendait avec le capitaine Dawson. À l'annonce des résultats, Lisa laissa échapper un long soupir. « Alors, on y va vraiment », dit-elle. John hocha la tête. L'humanité en a finalement assez. Vont-ils essayer de nous arrêter? John leva les yeux vers les étoiles qui apparaissaient dans le ciel du soir. Ils essaieront d'abord de faire abstraction de la situation. Appelons ça une crise de colère. Le temps qu'ils comprennent que nous sommes sérieux, il sera trop tard. Le communicateur de Lisa bipa. Elle le vérifia et sourit. Les premiers ordres de rappel sont lancés. Tout le personnel diplomatique doit retourner sur Terre dans les 7 jours. Ça commence, dit doucement John. Voyons combien de temps il leur faudra pour nous rater. La capitaine Maria Alvarez se tenait sur la passerelle de son navire marchand, l'Horizon. Par le hublot principal, elle regardait son équipage charger les derniers conteneurs du comptoir commercial de Centauri Prime. Les dockers extraterrestres observaient, l'air perplexe. « Capitaine, l'autorité portuaire vous appelle à nouveau », dit son premier officier, Paul Wright. « Ils veulent savoir pourquoi nous partons en plein milieu de notre contrat. » Mary, à part, dit-leur la même chose que nous leur avons dite hier. La Terre a rappelé tous ses vaisseaux, sans exception. Des scènes similaires se sont produites sur des milliers de mondes. Des vaisseaux humains rompant leur contrat. Des ports fuyants. Des sauts dans l'hyperespace. Des travailleurs humains faisant leurs bagages, fermant leurs entreprises, quittant des emplois qu'ils occupaient depuis des années. Sur la colonie minière de Proxima Centauri 4, le superviseur Alan Garcia supervisait l'arrêt d'énormes machines d'excavation. Celles-ci ronronnèrent lorsqu'elles s'arrêtèrent pour la première fois depuis 15 ans. « Vous ne pouvez pas faire ça », insista le propriétaire de la mine Torian, le visage velu tremblant de colère. « Ces mines fournissent 40% des terres rares du Conseil », précise le contrat. « Le contrat contient une clause de force majeure », dit Alan calmement en montrant sa tablette. « Le retrait de la Terre est admissible. Nous partons et nous emportons notre équipement. » Le Tauréen émit un cri aigu de détresse. « Mais qui fera fonctionner les machines? Mon peuple ne sait pas comment. » Hélène haussa les épaules. « Ce n'est plus notre problème. » En orbite au-dessus de la géante gazeuse Hélios, l'ingénieur Kelly Foster déconnectait la dernière mise à niveau propriétaire de son équipe de la station de traitement du carburant. Le directeur de la station, un grand requin à la peau translucide, l'observait avec nervosité. « Sans vos modifications, l'efficacité chutera de 60%, dit le requin. « Oui, acquiesça Kelly en rangeant la petite boîte noire dans son sac. « C'est pourquoi nous les emportons. » Sur la planète natale du Conseil, le haut chancelier Scatar a convoqué une réunion d'urgence. Des représentants de 20 espèces majeures y ont assisté. Cette crise humaine dure depuis 2 semaines maintenant, dit Scatar. Il continue de retirer du personnel et des ressources de l'espace du Conseil. Le représentant valaxien agita un tentacule dédaigneux. Laissez-les partir. Ils reviendront en rampant lorsqu'ils comprendront à quel point ils ont besoin de la protection du Conseil. L'ambassadeur draconien siffla doucement. En sommes-nous certains? Mon monde a perdu 30% de son personnel médical. Tous les médecins humains sont partis le même jour. Les humains laissent des failles dans nos infrastructures, admit le représentant arcarien. Mais nous pouvons les combler. Nous y parviendrons avant que les humains ne rejoignent le Conseil. Les 6 yeux de Skitar clignèrent successivement. Soyons prudents mais fermes. Nous ne céderons pas à cette tactique de pression humaine. Fermes, nous ne céderons pas à cette tactique de pression humaine. Sur Terre, les halls d'arrivée de chaque spatioport étaient bondés. Des vaisseaux atterrissaient toutes les quelques minutes, ramenant des humains de toute la galaxie. Les autorités géraient efficacement les rapatriés, les aidant à trouver un logement et un nouvel emploi. Le président Reeves a visité le spatioport de Genève et s'est entretenu avec les nouveaux arrivants. « Comment notre peuple gère-t-il la transition ?» a-t-elle demandé au secrétaire Miller qui marchait à ses côtés. « C'est mieux que prévu »,
a-t-il déclaré. 92% des humains présents dans l'espace du Conseil seront de retour chez eux d'ici un mois. Les 8% restants sont principalement affectés à des missions dans l'espace lointain, dont le retour prendra plus de temps. Et notre technologie? Nous en récupérons la majeure partie. Certains devront être abandonnés, mais nous avons supprimé tous les composants propriétaires et effacé les systèmes. L'ambassadeur Mercer s'est approché d'eux, sa tablette à la main. Madame la Présidente, nous avons reçu la première communication officielle du Conseil concernant notre retrait. Elle a pris la tablette et a lu le message. Ses sourcils se sont levés. Il qualifie cela de réaction excessive et nous suggère de reconsidérer notre décision hâtive. John eut un léger sourire. Ils pensent toujours qu'il s'agit d'une tactique de négociation. Bien, dit la présidente. Plus ils y croient, plus notre retrait sera complet. Elle leva les yeux vers le tableau d'arrivée, observant les noms des vaisseaux arrivant de mondes lointains. Combien de temps faudra-t-il avant que les premiers problèmes sérieux n'apparaissent dans l'espace du Conseil? Demanda-t-elle. Le sourire de John s'estompa. D'après nos analyses, les premiers systèmes commenceront à tomber en panne d'ici 30 jours. Après cela, la situation s'accélérera. La présidente hocha la tête, le visage solennel. Nous avons alors 30 jours pour nous préparer à la suite. 2 mois s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait commencé à se retirer de l'espace du Conseil. Kevin Porter était assis dans son appartement de Chicago, regardant les informations sur son écran. Avant le retrait, Kevin était le technicien en chef de la flotte de combat Rockienne. Il travaillait désormais dans un chantier naval local, contribuant au développement des forces de défense terrestre. Les informations montraient des images granuleuses d'un vaisseau de guerre ruckien dérivant dans l'espace. La voix du journaliste était calme mais enthousiaste. Il s'agit du 5e vaisseau ruckien à subir une panne système catastrophique cette semaine. Des sources indiquent que toute la flotte connaît des problèmes similaires depuis le départ des techniciens humains. Kevin sirota son café, sans surprise. Les Ruckins s'étaient toujours attribué le mérite de leur impressionnante flotte, sans jamais mentionner que les humains avaient conçu et entretenu la plupart des systèmes critiques. Ils ne s'étaient jamais donné la peine d'apprendre comment tout cela fonctionnait, se dit-il. Trop fier. L'écran changea pour montrer la station médicale en orbite autour de Deneb 2. L'immense structure en forme de roue fonctionnait à moitié, des sections entières étant vides et sombres. La station médicale de Deneb signale une pénurie critique de protéines synthétiques utilisées dans la plupart des traitements de pointe, a indiqué le journaliste. Ces protéines étaient exclusivement fabriquées dans des laboratoires humains, sous la supervision du Dr Samantha Wells, aujourd'hui de retour sur Terre. La caméra a montré le Dr Wells dans son nouveau laboratoire à l'Earth Medical Center. Elle semblait fatiguée mais déterminée. Nous avons proposé de former leur personnel médical pendant des années. Elle a déclaré à l'intervieweur « Ils ont toujours refusé, prétextant que leur propre méthode était supérieure. Mais lorsque les patients avaient besoin d'un traitement, ils venaient toujours nous voir. » Partout sur Terre, les humains de retour sur Terre ont observé des rapports similaires avec des sentiments mitigés. Certains ressentaient de la satisfaction après des années de mauvais traitements. D'autres s'inquiétaient de la souffrance d'innocents extraterrestres à cause de décisions politiques. Au centre d'urgence du Conseil, des alarmes ont clignoté sur des dizaines d'écrans. Les membres du Conseil de 30 espèces se disputaient bruyamment tandis que les rapports affluaient. « Les réseaux de transport du secteur d'Orion sont en panne », cria un méridien à la peau bleue. « Les algorithmes de navigation ne se mettent plus à jour. Les vaisseaux se perdent dans l'hyperespace. » « Les systèmes agricoles de mon monde sont en panne », déclara le représentant valaxien, ses tentacules ondulants de détresse. Sans les systèmes d'irrigation conçus par les humains, nos cultures périssent. Le grand chancelier Skitar tenta de maintenir l'ordre, mais le chaos grandissait à chaque nouveau rapport. Un petit arcarien se fraya un chemin à travers la foule et lui tendit un bloc de données. « Chancelier, nous avons terminé notre évaluation, » dit-il doucement.
42% des infrastructures essentielles du Conseil dépendaient de l'entretien ou de l'expertise humaine. Presque rien n'était correctement documenté. Nous ignorons comment fonctionnent la plupart de ces systèmes. Les 6 yeux de Skitar clignèrent rapidement. Pourquoi ne l'avions-nous pas su avant? L'Arcarien parut gêné. Nous n'avons jamais posé la question. Chaque service gérait ses propres effectifs. Personne ne s'était rendu compte du nombre de postes occupés par des humains jusqu'à leur départ. Aux portes du Conseil, la flotte marchande taurienne était confrontée à sa propre crise. Les biens de luxe qu'elle produisait étaient principalement achetés par des humains. Désormais, sans acheteurs, leur économie s'effondrait. Nous devons convaincre les humains de revenir, a déclaré le ministre du Commerce de Taurin lors d'une émission d'urgence. Notre prospérité en dépend. De retour sur Terre, le président Reeves a rencontré son cabinet à la Maison-Blanche. L'ambiance était sérieuse mais confiante. La première phase du retrait silencieux est terminée, a annoncé le secrétaire Miller. Tous les humains et les technologies critiques ont été retirés des locaux du Conseil. Qu'en est-il de nos propres pénuries? A demandé le président. Nous avons compté sur les ressources du Conseil pour certains matériaux. Le docteur Olivia Bennett a souri pour la première fois depuis des semaines. Nous avons déjà trouvé des alternatives pour la plupart d'entre eux. Sans restriction du Conseil sur nos recherches, nous développons de nouvelles technologies plus rapidement que jamais. L'ambassadeur Mercer a vérifié sa tablette lorsqu'un nouveau message a sonné. Il a levé les yeux, l'air sombre. « Ça commence », a-t-il dit. Le Conseil a officiellement demandé notre retour. Ils offrent des concessions. Quel genre de concessions? Demanda le président. L'accès à certaines de leurs technologies restreintes, la réduction des droits de douane sur nos produits. John marqua une pause, mais aucun changement dans notre statut au Conseil. Le président Reeves regarda ses conseillers autour de la table. « Pas assez, dit-elle fermement. Pas assez, loin de là. » 6 mois après le départ de l'humanité, la salle du Conseil galactique avait bien changé. L'élégant éclairage bleu clignotait. Seule la moitié des sièges étaient occupés, car de nombreux représentants n'avaient pas pu se déplacer pour assister à la réunion. Ceux qui y étaient parvenus semblaient fatigués et en colère. Le haut chancelier du Qatar ouvrit la séance d'urgence. Sa robe, habituellement impeccable, était froissée et ses 6 yeux brillaient d'épuisement. « La situation continue de s'aggraver, déclara-t-il. Nous devons trouver des solutions immédiatement. » Le représentant valaxien se leva, les tentacules retombant. « Mon monde est confronté à la famine pour la première fois depuis 5 siècles. Les systèmes d'irrigation conçus par l'ingénieure humaine Diane Foster sont complètement hors d'usage. Nous ne pouvons pas les réparer et nos récoltes meurent. La crise sanitaire sur Dennebaillé s'est propagée à 12 autres systèmes, ajouta le médecin-chef arcarien. Sans protéines synthétiques produites par l'homme, nous ne pouvons pas traiter les maladies les plus courantes. « Ma flotte est paralysée !» hurla l'amiral Ruquien en frappant du poing sur son bureau. 70% de nos vaisseaux sont immobilisés dans l'espace ou fonctionnent au ralenti avec une puissance minimale. Du fond de la salle, le ministre du Commerce taurien a pris la parole. L'impact économique est également dévastateur. Les consommateurs humains ont acheté 40% de tous les produits de luxe dans les locaux du Conseil. Nos marchés s'effondrent. Des discussions ont éclaté dans toute la salle. Certaines espèces accusaient les autres d'avoir chassé les humains. Certaines exigeaient une intervention militaire immédiate pour forcer le retour des humains. D'autres suggéraient de plus grandes concessions. Silence. Skitar finit par crier. Pointer du doigt ne résoudra pas nos problèmes. Nous avons besoin de solutions pratiques. Le représentant draconien siffla doucement. Nous avons essayé de recréer la technologie humaine. Nous avons échoué. Leur méthode semble simple, mais elle recèle des complexités que nous ne comprenons pas. Nous avons fait des concessions, dit Zikitar. Ils ont refusé. Nous avons offert des babioles, corrigea l'ambassadrice de Méridia. Sa peau bleue s'empourpra sous l'effet de l'émotion. Pas de véritable égalité, pas de respect,
Pendant ce temps, sur Terre, la vie avait radicalement changé. Pendant ce temps, sur Terre, la vie avait radicalement changé. Sans restrictions imposées par le gouvernement, l'innovation humaine avait explosé. De nouvelles technologies apparaissaient chaque jour. Des solutions à d'anciens problèmes émergeaient grâce à la libre collaboration des scientifiques. Dans son centre de recherche en Arizona, le docteur Olivia Bennett a analysé les données de sa dernière expérience. Elle avait développé une nouvelle méthode de restauration environnementale 10 fois plus rapide que tout ce qui existait avant le retrait. Le conseil n'aurait jamais approuvé cette recherche, dit-elle à son assistante. Il l'aurait jugée trop imprévisible. Son assistante hocha la tête. Pensez-vous qu'il regrette déjà de nous avoir repoussés? Olivia regarda le désert par la fenêtre. Il regrette encore de nous avoir repoussés. Olivia regarda le désert par la fenêtre. Déjà, des taches vertes montraient où sa technologie redonnait vie à la terre ferme. Je pense qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils ont perdu, dit-elle. En orbite terrestre, l'amiral Frank Collins inspectait le dernier né de la flotte terrestre en pleine expansion. Le navire brillait au soleil, sa coque marquée de l'emblème de la Terre unie. « Il est magnifique », dit-il au superviseur du chantier. « Combien d'autres navires semblables pourrons-nous en construire cette année ?»« Au moins 20, » répondit le superviseur. « Peut-être plus. Sans les quotas du Conseil qui limitent notre production, et avec tous nos ingénieurs restés au pays, nous construisons plus vite que jamais. » À Genève, l'ambassadeur John Mercer a assisté à une réunion avec le président Reeves et son cabinet. Le dernier message du Conseil était affiché sur tous leurs écrans. « Ils sont désespérés », a déclaré John. Cette nouvelle offre inclut l'accès à toute leur technologie, et pas seulement à certaines parties. Mais toujours pas de vote égal dans les décisions du Conseil, a noté le président. Non, a acquiescé John. Ils veulent toujours maintenir les humains dans une position inférieure. Le secrétaire Miller a vérifié ces données. Notre analyse montre que le Conseil a peut-être encore 3 mois avant l'effondrement total. Plusieurs espèces ont déjà suivi notre exemple et se sont retirées des accords du Conseil. La présidente Reeves s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. De son bureau, elle pouvait voir le spatioport animé où les vaisseaux arrivaient et partaient sans cesse. La Terre prospérait. « Envoyez-nous notre réponse, dit-elle, la même qu'avant. Nous ne souhaitons pas revenir à un système inchangé. » John acquiesça. Et s'il proposait une véritable égalité? La présidente se retourna vers la salle, l'air déterminé. Alors, nous y réfléchirons. Mais je soupçonne qu'ils devront s'enfoncer bien plus avant de vraiment comprendre. Un an s'était écoulé depuis que les humains avaient quitté l'espace du Conseil. La Terre avait changé d'une manière que peu de gens avaient anticipée. Les villes brillaient de nouvelles technologies. L'environnement montrait des signes de guérison. Les gens travaillaient avec détermination, fiers de ce qu'ils avaient construit sans surveillance extraterrestre. L'ambassadeur Peter Rodriguez était assis dans son bureau du bâtiment diplomatique de la Terre unie. Contrairement à son prédécesseur, John Mercer, Peter n'avait jamais siégé au Conseil. Son travail était différent. Gérer le nombre croissant de représentants extraterrestres arrivant sur Terre sans invitation. Son assistant entra dans la pièce. « Monsieur, une autre délégation du Conseil est entrée en orbite. Il demande l'autorisation d'atterrir. » Peter soupira. Que propose-t-il cette fois-ci? Plus de technologie, des droits sur les ressources de 3 systèmes stellaires et une proposition de nouvelles structures de conseil. Ils disent que les humains occuperaient quelques des postes de direction, mais pas encore les mêmes droits de vote. Non, monsieur. Ils appellent cela une autorité graduée, basée sur la maturité de l'espèce. Peter secoua la tête. Envoyez la réponse standard. Nous ne sommes pas intéressés. Cette scène se répétait presque chaque semaine maintenant. Des représentants du Conseil, désespérés, arrivèrent avec des offres de plus en plus généreuses. La réponse de la Terre resta la même. Pendant ce temps, l'autorité du Conseil s'était fragilisée.
Plusieurs espèces suivirent l'exemple de la Terre et se retirèrent attendant des accords du Conseil. D'autres restèrent, ignorant les directives du Conseil qui leur déplaisaient. Dans un petit bar de la station Proxima, aux portes du système solaire terrestre, Lana Myers servit des boissons à un public inhabituel. Bien que la Terre se soit retirée des relations officielles avec le Conseil, des commerçants extraterrestres indépendants avaient rapidement établi des relations officieuses. Ils payaient des prix exorbitants pour les biens et la technologie humains. Un commerçant taurien but longuement sa coupe. « Le Conseil est furieux contre ce marché noir », dit-il à Lana. « Ils ne peuvent pas l'arrêter. Trop d'espèces ont besoin de ce que fabriquent les humains. »« Leur perte est votre gain », dit Lana en remplissant à nouveau sa coupe. En effet, le taureau se pencha. « Saviez-vous que 3 autres espèces avaient quitté le Conseil la semaine dernière? Les Méridiens, les Caspiens et les Volaris. Tous disparus. Sur Terre, dans son laboratoire de l'Institut de recherche nord-américain, le scientifique Gray Harrison travaillait sur sa dernière invention. Sans les restrictions du Conseil sur la recherche en intelligence artificielle, il avait réalisé des avancées qui auraient pris des décennies sous l'ancienne réglementation. « Vérification du système terminée », annonça l'ordinateur. Tous les paramètres étaient optimaux. Greg sourit. Début de la séquence de test final. La machine ronronna. Une énergie circulait dans des circuits qui auraient été illégaux selon la loi municipale. La municipalité avait toujours craint de la recherche sur l'IA humaine, prétextant que les humains étaient trop imprudents. Test réussi, annonça l'ordinateur. La capacité du réseau neuronal dépasse les prévisions de 40%. L'assistant de Greg a poussé un cri de joie. « Ça y est, on a réussi. Envoyez les résultats à l'équipe médicale », a déclaré Greg. Grâce à cette puissance de traitement, ils peuvent terminer leur projet de cartographie des maladies des mois à l'avance. À Genève, le président Reeves a rencontré son cabinet. L'écran montrait des images d'espaces publics, de stations défaillantes, de navires échoués, de mondes en crise. La situation continue de se détériorer, a rapporté le secrétaire Miller. Nos renseignements suggèrent un effondrement total du Conseil d'ici 6 mois, et les commerçants indépendants ont demandé au président. De plus en plus d'espèces ont compris qu'elles pouvaient traiter directement avec la Terre sans la surveillance du Conseil. Nous avons désormais des échanges commerciaux officieux avec 27 anciens mondes du Conseil. L'ambassadeur Rodriguez s'éclaircit la gorge. « Madame la Présidente, il y a du nouveau. Un haut chancelier en personne demande à visiter la Terre. » Un silence s'abattit sur la salle. SK demande à visiter la Terre. Un silence s'abattit sur la salle. Scatter veut venir ici. John Mercer, désormais conseiller spécial, parut choqué. De toute l'histoire du Conseil, le haut chancelier n'a jamais quitté sa planète natale. Il doit être désespéré, dit l'amiral Collins. Le président Reeves examina attentivement cette nouvelle. Quelle est sa proposition? Il ne dit rien, répondit Peter. Il demande une rencontre en face à face avec vous, retransmise à toutes les colonies humaines. Le président regarda ses conseillers autour de la table. Opinion. Qu'ils viennent, dit immédiatement John. Qu'ils voient ce que nous avons construit sans eux. Que tous les humains voient à quel point le puissant Conseil est tombé. Le président hocha lentement la tête. Envoyez l'approbation. Mais soyez clairs. Nous écouterons, mais nous ne ferons aucune promesse. Pensez-vous qu'ils soient enfin prêts à offrir une véritable égalité? Demanda le secrétaire Miller. John Mercer eut un léger sourire. Après une année d'échecs, ils n'ont plus beaucoup de choix. 2 ans après le retrait de l'humanité, la Terre était devenue méconnaissable. Les villes rayonnaient de nouvelles technologies. L'environnement montrait une guérison visible. Sans restriction municipale, l'innovation humaine avait fait un bond en avant de plusieurs décennies. Le jour de l'arrivée du haut chancelier Qatar, les foules sont descendues dans les rues de Genève.
Sans restriction municipale, l'innovation humaine avait fait un bond en avant de plusieurs décennies. Le jour de l'arrivée du haut chancelier Qatar, une foule immense s'est rassemblée dans les rues de Genève. Non pas pour l'accueillir, mais pour assister à ce moment historique. Des écrans ont diffusé l'événement dans toutes les villes de la Terre et de ses colonies. Le vaisseau du Conseil a atterri au spatioport de Genève, escorté par des vaisseaux de défense terrestre. Comparé aux vaisseaux humains rutilants, il paraissait usé et rapiécé. À l'ouverture des portes, le haut chancelier Qatar apparut avec 5 autres représentants étrangers. La présidente Nicole Carter attendait sur l'estrade. Contrairement à son prédécesseur, elle avait été élue sur un programme de force et d'indépendance. Son visage était impassible à l'approche du chancelier. « Président Carter », dit Qatar, ses 6 yeux clignant rapidement. « Je vous remercie d'avoir permis cette rencontre. »« Bienvenue sur Terre, chancelier », répondit-elle froidement. « Nous sommes prêts à vous entendre. » La réunion s'est tenue dans la grande salle du Parlement de la Terre unie. Tous les sièges étaient occupés. Des milliards de personnes ont suivi la retransmission depuis leur foyer et les espaces publics de toute l'humanité. Il y a 2 ans, commença Qatar. Debout au centre de la salle, les humains quittèrent que le Conseil galactique. Nous pensions que ce n'était que temporaire. Nous avions tort. Des murmures emplirent dans la salle. Le Conseil est en train d'échouer, poursuivit Qatar d'une voix tendue. 32 espèces se sont désormais complètement retirées. 20 autres ignorent nos directives. Les systèmes essentiels s'effondrent plus vite que nous ne pouvons les réparer. Le chancelier agrippa le podium de ses doigts fins. Je suis ici pour admettre ce que nous aurions dû reconnaître depuis longtemps. Le Conseil galactique a besoin d'humains. Le président Carter se pencha en avant. Pourquoi? Soyez précis, chancelier. Qatar sembla se rétrécir sous son regard. Nous avons besoin de votre technologie, de vos recherches médicales, de vos méthodes agricoles. Il marqua une pause. Mais surtout, nous avons besoin de votre façon de penser. Cela fit sensation dans la salle. Le chancelier reprit, la voix plus forte. Les humains résolvent les problèmes différemment. Vous trouvez des liens que d'autres espèces ignorent. Vous vous adaptez rapidement. Vous prenez des risques que nous éviterions. Sans ces qualités, notre civilisation est en faillite. Les représentants extraterrestres derrière Siktar acquiescèrent d'un hochement de tête. Nous avons besoin de vos ingénieurs capables de réparer des systèmes inédits, de vos médecins capables de développer des traitements en quelques jours plutôt qu'en années, de vos diplomates capables de combler les différences entre des espèces qui se détestent depuis des siècles. Vous êtes des diplomates capables de combler les différences entre des espèces qui se détestent depuis des siècles. L'expression de la présidente Carter resta neutre. Et qu'offrez-vous en échange? Une restructuration complète du Conseil, dit Qatar. Les humains occuperaient la position la plus élevée, avec un droit de veto sur toutes les décisions. Des voix s'élevèrent dans la salle. La présidente Carter leva la main pour réclamer le silence. « Vous ne comprenez toujours pas, dit-elle. Nous ne voulons pas régner sur les autres comme vous nous avez régné. Nous voulons une véritable égalité pour toutes les espèces. » Qatar clignait des yeux, perplexe. « Mais vous avez prouvé votre supériorité. Pourquoi ne revendiqueriez-vous pas le leadership ?» Assis près du président, l'ambassadeur John Mercer secoua tristement la tête. Même maintenant, le Conseil ne parvenait pas à saisir la différence fondamentale dans la pensée humaine. Le président Carter se leva. « Nous examinerons votre proposition, chancelier, mais pas celle que vous venez de faire. Nous avons nos propres idées pour une nouvelle organisation interstellaire. » Après le départ des extraterrestres, les dirigeants terriens se sont réunis dans une salle privée. « Ils n'ont toujours pas compris, » dit l'amiral Collins. « Même face à un effondrement total, ils raisonnent en termes de hiérarchie et de contrôle. » « Mais ils ont fait le premier pas, » a souligné John Mercer. « Ils ont admis avoir besoin de nous. C'est plus qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. » La présidente Carter regardait par la fenêtre les étoiles apparaître dans le ciel du soir.
Préparez notre contre-proposition, a-t-elle dit au secrétaire Miller. Non pas pour un conseil réformé, mais pour quelque chose de nouveau. La coopérative interstellaire, fondée sur une véritable égalité et un bénéfice mutuel. L'accepteront-ils? Demanda Miller. Certains l'accepteront, répondit le président. Ceux qui ont déjà quitté le Conseil. Ceux qui traitent avec nous par l'intermédiaire de négociants indépendants. Les autres nous rejoindront lorsque l'alternative sera l'isolement. John Mercer sourit. Les humains ont donc complètement abandonné le Conseil et ont construit quelque chose de mieux à sa place, a conclu le président. 6 mois après la visite du haut chancelier Scatard sur Terre, le paysage politique galactique avait complètement changé. Le Conseil galactique n'existait plus vraiment. À sa place, une nouvelle organisation avait été créée. La coopérative interstellaire. Le siège de la coopérative flottait dans un espace neutre, une station massive construite grâce aux contributions de 47 espèces. Contrairement à l'ancienne tour du Conseil et à ses niveaux hiérarchiques, le bâtiment de la coopérative était circulaire, avec toutes les chambres et tous les bureaux de taille et d'importance égales. William Mason, le principal diplomate de la Terre, traversa la salle de réunion principale. Des représentants de dizaines de mondes se préparaient pour la séance du jour. Certains étaient d'anciens membres du Conseil. D'autres venaient de mondes qui n'avaient jamais été admis au Conseil. Bien différent d'autrefois, dit une voix à côté de lui. John Mercer était sorti de sa retraite pour contribuer à la création de la coopérative. Très différent, acquiesça William. Pas de sièges élevés, pas de sièges inférieurs. Tout le monde au même niveau. Et le système de vote? Demanda John. Une espèce, une voix, dit William. Avec une majorité qualifiée pour les décisions affectant tous les membres. Pas de veto, mais pas de tyrannie de la majorité non plus. La représentante de Meridian s'approcha d'eux, sa peau bleue scintillant à la lumière de la station. Le comité agricole a terminé son rapport, dit-elle. Les systèmes d'irrigation humains ont été adaptés avec succès à 17 mondes, auparavant confrontés à des pénuries alimentaires, et les fournitures médicales parviennent aux colonies extérieures, a ajouté le représentant d'Arcarian, se joignant à leur conversation. La production de protéines synthétiques dépasse les attentes. John sourit. Et comment les anciens fidèles du Conseil gèrent-ils la transition? L'expression du Méridien devint sérieuse. Les 8 espèces qui ont refusé de nous rejoindre sont en difficulté, les draconiens et les rukiens en particulier. Leur fierté les empêche de demander de l'aide. Ils finiront par s'y résoudre, dit Williams. Dans le bureau présidentiel de la Terre, la présidente Carter examinait les rapports de toute la coopérative. Son bureau affichait des hologrammes montrant les routes commerciales, les projets scientifiques et les missions diplomatiques. Le secrétaire Miller entra avec les dernières données. La transition a dépassé nos prévisions les plus optimistes, Madame la Présidente. 93% des systèmes essentiels ont été restaurés. Le volume des échanges commerciaux est revenu à son niveau d'avant le retrait, a acquiescé le président, et nos propres projets sont florissants. La technologie de restauration environnementale a été partagée avec 12 pays. Les avancées médicales sont mises en œuvre dans 94 grands centres de traitement. Sur un petit monde jardin à la limite de l'espace coopératif, le capitaine Lisa Dawson marchait aux côtés d'un fermier valaxien, là où il n'y avait autrefois que poussière et roches, des champs verdoyants s'étendant désormais à perte de vue. Mon peuple croit que cette terre était morte à jamais, dit le Valaxien, ses tentacules effleurant délicatement une plante en pleine croissance. La technologie de votre Dr Bennett l'a ramenée à la vie. Elle l'avait toujours dit que c'était possible, répondit Lisa. Le conseil ne la laissa jamais tenter sa chance. La peau du Valaxian changea légèrement de couleur, exprimant sa gêne. Nous avions tort sur bien des points, les humains surtout. À travers les étoiles, des scènes similaires se déroulaient sur des dizaines de mondes. Des espèces qui avaient autrefois méprisé les humains travaillaient désormais à leur côté, sur un pied d'égalité.
Le savoir circulait librement, sans les restrictions imposées par le Conseil quant à l'accès à l'information. De retour sur Terre, dans un jardin paisible de Genève, l'ambassadeur John Mercer rencontra l'amiral Collins. Les deux hommes avaient officiellement pris leur retraite, mais continuaient de servir de conseillers en cas de besoin. « Aviez-vous imaginé que cela finirait ainsi ?» demanda Frank, lorsque nous décidâmes de partir. John observa un oiseau voler au-dessus de nos têtes, totalement libre. J'espérais que nous trouverions notre propre voie. Je n'aurais jamais cru que nous contribuerions à créer un monde meilleur pour tous. Pas pour tout le monde, lui rappela Frank. Les réfractaires refusent toujours notre aide. John acquiesça. Certaines leçons sont plus longues à apprendre, mais ils observent. Ils voient ce que la coopération et l'égalité ont bâti. Leur fierté ne peut pas durer éternellement. En orbite autour de la Terre, l'ancienne ambassade du Conseil était vide et sombre. Personne n'avait pris la peine de l'enlever. Il servait de rappel de ce qui avait été et de ce que l'humanité avait refusé d'accepter. La présidente Carter le regardait parfois depuis sa fenêtre, non pas avec colère, mais avec une satisfaction silencieuse. L'humanité avait abandonné un système qui la rabaissait. Ce faisant, elle avait forcé la galaxie à construire quelque chose de meilleur. Le simple fait de dire « plus jamais » a tout changé. Ni par la guerre, ni par les menaces, mais simplement en refusant de participer à leur propre dénigrement. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de s'en aller.